C'est un musicien culte, rappeur, auteur, compositeur. Ses titres avec son frère Big Flo font exploser les compteurs sur les plateformes de streaming. C'est aussi un passionné d'art. Il a récemment présenté son musée imaginaire à l'occasion d'une expo événement aux abattoirs à Toulouse. Oli est notre invité. Salut Oli et bienvenue. Merci infiniment d'être avec nous. Je vous présente toute la bande et le public qui vous connaît, qui doit sûrement avoir en tête d'ailleurs quelques-unes de vos chansons. Mais on va démarrer avec notre première question. C'est un rituel. Je la pose je sais, à j'ai regardé tous nos toutes les invités. émissions. Toutes les émissions. J'ai tout regardé, j'ai rien raté. Eh ben merci. En tout cas, on est ravis de j'adore. t'accueillir. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie ? L'art m'apporte, ça apporte un sens à ma vie en fait depuis que je suis petit. J'ai vraiment la sensation que ma vie serait très différente et que je serais bien plus triste sans l'art. Donc j'ai envie de dire un peu cliché, mais ça m'a sauvé la vie tout simplement. Sauver la vie, rien de moins. Ouais, je pense, ouais. Mais en quel sens ? Sauver de plein de mauvais chemins que j'aurais pu prendre, d'histoires personnelles parfois difficiles à la maison. Et on se réfugiait dans notre petit garage qui devenait un laboratoire artistique avec mon frère. On dessinait, on écrivait des raps et ça nous a... Ouais, c'était une bulle qui nous a isolés de plein de choses. Ouais. Et est-ce qu'il y a une expo, un moment, une œuvre particulièrement qui vous a marqué Ouais, surtout un musée en fait, le musée des abattoirs. À Toulouse. À Toulouse, où on passait tout le temps devant, où notre mère nous amenait parfois. Qui est un espace génial. Qui est exceptionnel et plein d'expos. Et je me souviens surtout d'œuvres de Frank Skirty, c'était des néons un peu déformés comme ça, ouais. Qui étaient devant le musée avant même que j'y rentre. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est quoi pourquoi ça m'interpelle? Qu'est-ce que c'est? Frank Skirty, on va le voir à l'écran. Il a donc des installations qui sont assez troublantes, souvent faites avec des néons, des reflets. Pourquoi lui? Parce que ça m'a marqué quand j'étais petit. En fait, c'était mon premier rapport à quelque chose qui était différent visuellement. Et de se dire, mais attends, est-ce que j'ai bien vu ce sigle de pharmacie ou ce logo de tabac? Comme s'il était reflété dans une flaque d'eau. Ouais, dans une flaque d'eau, dans de l'eau. Donc ça a été mon premier rapport à ça. Et puis un jour, j'ai passé les portes du musée, puis j'ai découvert plein d'expos. Et vous avez collaboré du coup avec Frank Skirty pour faire un logo de... un logo d'un kebab. En fait, j'ai repris son kebab déformé. Ouais. Et juste en bas, avec des artistes potes à moi à Toulouse, on a recréé la façade hyper réaliste avec la viande du kebab. On a même enregistré le kebab où je vais tout le temps. Mais ça, c'est assez drôle parce que je me pose souvent la question philo, hein, pardon. Question kebab ou question philo? Question et kebab. un peu les deux. Je me demande à quel Salade, moment... tomate, oignon. Oui. Et quelle sauce? La sauce blanche, bien sûr, c'est plus un débat. Très bien. Mais je me pose souvent la question de à quel moment une œuvre d'art cesse d'être un objet pour devenir vraiment une expérience. Parce que c'est ce que vous avez vécu avec Franck. Et là, je me pose la question. À quel moment vous dites ça, c'est plus un objet, je suis en train de vivre un truc? Ouais, c'est une très bonne question, c'est dur de répondre. J'ai prévenu. Non, je sais pas, je réfléchis pas trop comme ça moi en fait quand je vais voir des expos ou même quand on a créé ce musée imaginaire. J'essaie surtout de régaler les gens quoi. Donc je sais pas si c'est une bonne réponse. Encore sur la métaphore kebab ou... Non, même pas. Mais j'essaie surtout qu'ils passent un bon moment. Je vois les images de cette expo là et qui vivent quelque chose. J'aime bien quand il y a du son aussi. J'aime bien quand c'est une expérience vraiment immersive. Donc je ne saurais pas te répondre à cette question. Voilà. Et surtout, il y a une palette de peinture sur votre pull. C'est pas par hasard, c'est un clin d'œil. Ouais. Mais l'art est partout. Ouais, l'art est partout en tout cas. L'art dans est ma partout vie. Et en tout cas, vous n'avez pas une définition élitiste, figée, fermée de l'art. Je peux pas l'avoir en fait. C'est pas du tout ma culture. J'ai pas été éduqué dans ça. Justement, comment vous êtes intéressé à l'art la première fois? C'est pas dû à l'éducation de vos parents. C'est vraiment les abattoirs qui. C'est totalement les abattoirs. C'est pour ça que cette expo-là du musée imaginaire était ultra symbolique pour moi. J'ai vraiment fait mes classes aux abattoirs. Je me souviens, j'y allais tout seul des fois. Ouais. J'ai essayé de traîner mes potes. Certains n'avaient pas forcément envie, mais je me baladais. Et j'ai même connu les équipes des abattoirs avant de devenir un artiste un peu connu à Toulouse, etc. Donc ils m'ont vraiment vu comme le mec un peu bizarre qui posait des questions et qui allait au musée tout seul. Mais le mec un peu bizarre d'ailleurs, et c'est assez curieux parce que le musée imaginaire, c'est une démarche et c'est une idée qui vient de loin, d'un monde qu'on dirait très loin de vous. C'est d'André Malraux. Ouais. C'est André Malraux qui est le premier à imaginer un musée imaginaire. Écoutez, j'avais pas la ref, je te dis la vérité, j'avais pas la ref au début, mais je suis arrivé avec ce nom-là, et ce concept-là. Et l'équipe du musée m'a raconté toute cette histoire, m'a montré le livre, et on a même fait un clin d'œil. On a eu la chance d'avoir
un quasi-manuscrit de ce bouquin-là, le musée imaginaire, et on l'a mis dans un cube en verre où j'avais recréé mon studio au milieu du musée. Et comment ça s'est fait, en fait, cette exposition? Pourquoi le musée est venu vous chercher? Parce que c'est sans doute une première en France qu'un artiste qui vient du rap devient un commissaire d'exposition. Mais d'abord, c'était une histoire amicale parce que, comme je vous ai dit, j'étais vraiment le visiteur qui était sympa et qui discutait avec eux. Et ensuite, je pense qu'ils avaient cette volonté-là d'ouvrir un peu les portes du musée, de ramener une catégorie de personnes qui s'y intéressent plus trop, un peu plus jeunes peut-être, d'univers différents, urbains. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. On est hyper contents. On a fait quand même 130 000 visiteurs, 80% de primo-visitants. Donc ça, c'était le truc le plus touchant de voir. Ça veut dire la première fois que quelqu'un entre dans un musée ou une galerie, c'est génial. Pour l'anecdote, j'ai un pote qui vit dans les immeubles en face. Il m'a dit, je t'ai jamais allé, putain, c'était juste en face. Mais donc c'était la première fois pour plein de potes, etc. Et voilà, on a essayé de faire une grande fête tout le long. Il y a eu des discussions, il y a eu des assos qui sont venus. On a fait des ateliers d'écriture avec les Zebda à Toulouse. Oui. Il y a eu Cédric Lapiche qui est venu faire une conférence sur le cinéma avec des jeunes étudiants. Enfin, on a fait une grande fête pour l'art et pour cette passion-là qu'on a tous. Ouais. Votre frère, dans le manifeste de l'expo, il dit que vous créez un pont entre l'art et les gens, ce que je trouvais très charmant. Et c'est aussi très lié à Malraux qui voulait diffuser l'art au plus grand nombre. Quelle est l'importance pour vous de cette transmission aux autres ? Mon frère dit ça parce que je le traîne en voyage au musée, il a souvent pas envie, il traîne des pieds. Moi, je suis toujours content de raconter des histoires et de voir dans le regard des autres une émotion qui se crée, même une incompréhension. On a eu des super débats. Je me souviens d'un soir où j'ai ouvert les portes du musée avant l'ouverture pour tous mes potes d'enfance. Ouais. Il y avait des super débats. Tu te doutes bien que ça a blagué dans tous les sens. Pourquoi tu as pris ça? Ça n'a aucun sens. Il y avait justement. Mais on peut en rire de l'art. Ouais, on peut en rire. On n'a pas obligé d'avoir l'esprit de sérieux. Il y a un truc qui m'a marqué, par exemple, c'est que j'ai fait venir mon père devant 4 œuvres que j'avais sélectionnées. Mon père qui est immigré argentin, qui écrit pas le français, qui a des années-lumière de l'art contemporain. Et je lui ai demandé de réagir comme ça sur un Bianca Bondi, un Pierre Soulages. Bianca Bondi qu'on recevait la semaine dernière. Ouais, voilà, et c'était hyper drôle et hyper touchant de voir ce rapport-là innocent. Et aussi cette envie d'explication. C'est ça que j'étais hyper heureux de faire. Une fois qu'il avait l'explication, il y avait une commissaire qui était à côté de lui. Il disait « Ah, mais voilà, il fallait me l'expliquer. Si on me l'avait dit, j'aurais compris. » Et en fait, c'était assez touchant de voir que les gens sont en demande, en fait. C'est pas un truc fermé ou jugeant, ils sont en demande de comprendre. Mais alors, un génie comme Pierre Soulages, qu'est-ce qu'il représente pour vous et qu'est-ce que vous aimez dans son œuvre ? Pierre Soulages, pareil, je l'ai découvert aux abattoirs dans une des expos, ça devait être en 2006. Et on voit évidemment quelques-uns de ces noirs à l'écran. Ça devait être en 2006 et de par le fait qu'il vient en plus d'une région pas loin de Toulouse, on nous en a toujours parlé petit. Moi, je suis fan, j'adore cette texture-là. En fait, il faut les voir en vrai aussi. Oui. Ce rapport-là, j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, c'est pas du noir, c'est un jeu avec la lumière, c'est une réaction à quelque chose. L'outre-noir. Exactement, et moi je suis fan, ouais, j'adore. Alors on va continuer à découvrir votre passion pour l'art, Oli, tout au long de cette émission, mais pour le moment, et comme chaque semaine, la bande de la Grande Galerie francophone a fait le tour de l'actualité et va nous révéler sa dernière claque artistique. C'est la claque de la semaine. On commence avec toi, Nathalie. Moi, j'ai une claque providentielle, mais un petit peu aigre-douce, puisqu'elle concerne un artiste dont je suis fan fini et qui nous a quittés en décembre. Le succulent, ben oui, c'est ça, l'indescriptible, le génialissime, l'incroyable Martin Parr, donc qui est parti au paradis des photographes. Bon, Providence, le jeu de pompe de Paris, lui consacre une exposition en ce moment même. Global Warning, Martin Parr, une exposition qui présente 50 ans de carrière, 180 photos et autour d'un de ses thèmes fétiches qui étaient les dérives de notre société de consommation. Donc, on retrouve ces photos qui l'ont rendu célèbre et dont on ne se lasse pas de regarder, qui montrent, dans le fond, monsieur et madame, tout le monde, dans des situations improbables de la vie de tous les jours. À Venise, par exemple, les oui, touristes, ceux qui se retrouvent sur une plage abandonnée. Exactement. C'est dans la vie de tous les jours, en fait, mais toujours à travers sa caméra très typée, hein, un peu docu, trash, satirique. C'est fait avec humour. Donc, il va nous manquer, bien évidemment. Donc, allez voir cette exposition. Nous sommes tous un peu Martin Parr, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je suis Martin Parr. Comme en témoigne cette photo, cette illustration, ce post Instagram réalisé en 2016. Ouais. Nous sommes tous Martin Parr, donc allez voir Nous ça. sommes tous Martin Nous sommes tous Martin Parr. Et si vous pouvez aller voir Fad, moi j'adore. On l'avait pris en ref
Justement, je reviens à mes kebabs, vous allez croire que je fais une fixette. Non, pas du tout, mais... J'avais demandé à un photographe... Mais vous le connaissez, Martine Parr? Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est une grosse référence. J'avais demandé à un photographe qui bosse pour Libé. Oui. J'avais dit, s'il te plaît, viens à Toulouse. Et on avait photographié justement à la Martine Parr. À la Martine Parr. Avec des grands flashs comme c'est ça, un style. assez bruts. On a photographié tous les kebabs de Toulouse et on l'avait exposé aussi. Ouais. Lauriane? Nathalie, tu parlais des dérives de la société de consommation, c'est une passe D. Parce que moi, ma claque de la semaine, c'est l'exposition I Dreamt of You in Colors d'Otobong Nkanga. Ça veut dire J'ai rêvé de toi en couleur. Ça se passe au Musée d'Art Moderne de Paris. C'est en ce moment jusqu'au 22 février. Et en fait, moi, j'ai été soufflée par ces œuvres immersives. On parlait justement d'objets, d'immersion. Elle, clairement, elle est là pour nous faire vivre des sensations. Et elle interroge l'exploitation du sol comme celle des êtres humains. Donc, elle montre comment les paysages porte des cicatrices politiques, économiques et coloniales. Et depuis la fin des années 90, elle fait vraiment des sortes d'installations monumentales qui mêlent de la sculpture, de la tapisserie, des dessins, des textes. Donc c'est à deux doigts entre l'objet et la performance. Ouais. Mais son travail, en fait, il est jamais moralisateur. Et c'est ça que je trouve vraiment chouette. Elle montre pas ce qui a été détruit, elle montre aussi ce qui est encore possible de sauver. Et j'aime bien ce contre-pied. Donc c'est au Musée d'Art Moderne de Paris jusqu'au 22 février. Vous êtes sensible à la dimension politique, par exemple, que peut avoir l'art, ou en tout cas la prise que peut avoir la démarche artistique sur les grands enjeux de l'époque? Ouais, bien sûr. Surtout, tu demandes ça à un rappeur. Oui. C'est quand même un peu on l'oublie parfois, mais c'est un peu la base de l'art du rap, en tout cas, c'est de passer des messages. Et je crois qu'en tout cas, ma génération, on est sensible à ce Donc qui est vous en avez conscience? Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui. Mais j'aime bien quand c'est entre les lignes aussi. Je crois qu'on a été aussi une génération un peu traumatisée par le premier degré, par le rabâchage un peu de certaines choses. Et j'aime bien quand c'est toujours assez fin entre les lignes et que tu sors en disant « Ah putain, ça fait réfléchir, ça me donne envie d'aller plus loin. » Ouais. Fabrice, la claque? Ma claque, c'est une image qui est absolument vertigineuse. Vous savez que chaque année, pour finir l'année, le grand magazine américain, le Time, fait une image avec la personnalité de l'année. Une fois n'est pas coutume, là, c'est pas une personnalité, Oui. c'est 8 personnalités qui sont présentées par le Time comme les architectes de l'IA. Alors on voit bien sûr Elon Musk, on voit Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook et de Meta. On voit Altman, qui est le fondateur d'OpenAI. OpenAI, c'est ChatGPT. Et on voit d'ailleurs la référence aussi aux photos de ces ouvriers incroyables qui construisaient les gratte-ciel de New York au début du XXe siècle. Vous me piquez ma chute, quoi. Quasiment. Désolé, mais Il fait toujours c'est une marque déposée. Non, mais c'est vrai, c'est génial. Mais c'est absolument génial. Et en fait, l'idée, c'est que l'image qui montre quand même ces 8 milliardaires qui sont en train de dominer le monde, voire de le mépriser, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une copie de cette photo de 1932. Cette photo de 32, elle est très intéressante parce que c'est une photo mythique de l'histoire de la photographie. Et en fait, c'était déjà une mise en scène. C'est-à-dire que c'était une mise en scène pour l'inauguration du Rockefeller Center où on présentait... En plein New York. En plein New York, où on présentait 11 ouvriers en train de déjeuner, surplombant comme ça New York. Et c'était une manière pour les Rockefeller de dire « nous sommes les gens puissants ». Les bâtisseurs de l'Amérique avec Les- l'acier. Voilà, les bâtisseurs de l'Amérique. Or, en définitive, les bâtisseurs de l'Amérique avec l'acier, ils exploitaient les ouvriers considérablement. Et donc, le parallèle que le Time ait fait, les deux, j'ai trouvé que c'était vraiment absolument génial parce que c'est la même chose. Ces milliardaires sont en train d'exploiter le peuple avec l'IA qui est surconsommatrice d'énergie et qui deviendra à terme payante et auquel on va être sous domination. Et donc, je trouve que vraiment, cette une du Time, elle est très, très forte. Une réaction, il y a Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, justement, qui donnait une interview récemment dans un podcast et il disait la prochaine version de Chat, elle sera aussi douée qu'un très très bon poète et on ne pourra plus faire la différence entre la création artistique humaine et celle que produirait un agent artificiel comme un algorithme ou peu importe. Vous y croyez ou ce sont des outils que vous utilisez, il faut les retourner contre eux-mêmes? C'est compliqué de se prononcer, mais en tout cas, c'est sûr que c'est flippant. Surtout en musique, quoi. Je sais pas si en vous avez musique, vu, c'est mais invraisemblable. récemment, il y a vraiment, tu peux commander parfaitement une prod de rap, par exemple, en donnant quelques indications et ça sort comme ça. Je crois en l'humain et je me dis. Ça vous tente? Non, pas du Non. tout. Pas du tout. Mais je me dis quand même que tout ce qui est écriture, poésie, il y a quelque chose qui est irremplaçable, etc. J'ai cet espoir-là.
Mais de toute façon, il faudra faire avec jusqu'à où on ira, etc. Mais Margot, Moi, ma claque, elle ta est claque. Ouais, ma claque, elle est du sud aussi, pas tout à fait vers Toulouse, puisqu'elle se trouve au MUSEM, le musée marseillais. Mais elle parle espagnol aussi. Et claro que si. Il consacre une expo géniale à Don Quichotte, le héros de Cervantes, ce personnage qu'on connaît tous au moins de nom, qui est vraiment rentré dans l'imaginaire collectif et qui a inspiré plein d'artistes depuis le XVIIe siècle. Don Quichotte, c'est un roman de chevalerie parodique qui met en scène un pauvre hidalgo idéaliste qui part en quête de princesse à sauver, de nobles causes à défendre, un peu comme les chevaliers ridicules des Monty Python de Terry Gilliam. C'est un personnage comique, Don Quichotte, qui est très, très attachant. On dit qu'il est picaresque et il a inspiré beaucoup d'œuvres à travers les siècles. Une très belle toile de Daumier prêtée par Orsay pour cette expo. Oui. Il y a une œuvre filmée d'Abraham Poincheval. Je ne sais pas si vous connaissez ce performeur génial qui est habitué des installations loufoques et surréalistes. Alors là, il va parcourir 300 km avec une armure de 36 kg qui est dans un bruit de casserole assourdissant pour refaire l'itinéraire de notre héros espagnol. Voilà, donc on rit beaucoup dans cette expo. On se moque de Don Quichotte et qui se balade avec son vieil écuyer, puis sa fidèle rotinante, sa vieille jument. Mais en même temps, il charrie des valeurs que moi j'aime beaucoup, de bravoure sans borne, de romantisme et d'illusion chevaleresque. Je trouve que ça fait du bien, c'est à voir jusqu'en mars. Et voilà, c'est charmant de se battre finalement comme il le fait contre des moulins à vent. Ben merci. Charlie? Ma petite claque à moi, c'est un ami, j'aime bien parler de mes amis comme ça à la télé. Il fait de la sculpture pour doigts, en fait c'est du nail art, mais il fait des choses extrêmement étranges, des espèces de continuité de la main comme des aliens. Voilà, il fait tout à la main, c'est formidable, il s'appelle Texto Dallas. C'est incroyable. Et c'est tellement incroyable que Björk lui a demandé des ongles, elle en a porté sur un clip. Voilà, vous l'avez ici. Eh ben merci. Mais de rien. Et on va terminer avec vous, Oli, la claque de la semaine. Moi, je suis allé voir le spectacle de danse contemporain d'une super amie à moi d'enfance, parce qu'on était au conservatoire. Oui. Et j'étais déjà super fier de voir son évolution et j'étais ému d'être dans la salle. Et le spectacle est génial, c'est un solo, danse contemporaine solo, qui s'appelle For You, Not For You, qui questionne sur qu'est-ce que c'est être artiste, qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on masque, qu'est-ce qui se passe quand les rideaux se ferment, qu'est-ce qu'on va prouver, qu'est-ce qu'on va chercher dans le regard de l'autre. Et voilà, je vous conseille d'aller la voir. Voilà, Solène Wachter. Solène Wachter, ouais. Mais vous, comme artiste, vous avez l'impression de vous planquer. Oli, c'est un surnom avec votre frère. Vous avez inventé un duo. Bon, mais c'est une manière de se cacher tout en disant des choses extrêmement sincères. De moins en moins, quand même, en grandissant et avec l'âge. Mais bien sûr, ouais, on voyait cette armure, c'est une sorte d'armure. Quand je monte sur scène, je suis plus du tout Olivio qui peut avoir plein de doutes en coulisses. Quand on est en Zénith ou en stade, là je vois notre festival par exemple, ben ouais, Oui. tu te transformes et tu deviens quelqu'un d'autre. Et heureusement, ouais. Est-ce que vous pensez que j'ai envie de faire un parallèle entre vous et Pharrell Williams, par exemple. Pharrell qui a fait aussi une exposition comme commissaire d'exposition à la Galerie Perrotin l'année dernière, une expo consacrée exclusivement aux femmes et en particulier aux femmes noires. Mais on voit que Pharrell Williams est devenu le DA, le styliste de Vuitton Louis Homme. Vuitton. Et est-ce que vous pourriez devenir une sorte de DA d'une marque de mode? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que tous les territoires sont peut-être possibles pour un artiste comme vous? Ouais, franchement, ouais. Peut-être c'est prétentieux, mais pas de suite. Mais bien sûr, c'est des rêves de pouvoir créer plein de choses, de pouvoir s'exprimer sur plein de supports. Pharrell, pour le coup, on s'était croisés, en plus, je me rappelle, à cette expo-là. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et de pouvoir lui dire que ouais, c'est un modèle pour nous. Voilà, quelqu'un qui a su s'adapter à l'époque, faire plein de choses différentes. Il a aussi son festival aux États-Unis, c'est ce qui nous avait inspiré à créer le nôtre à Toulouse qui s'appelle Le Rose. Donc ouais, bien sûr, c'est plein de grands rêves dans un seul.